Le 1er juin 2009, l'avion du vol Air France 447 s'est écrasé, entraînant la mort de 228 personnes. Les proches et les familles de victimes, américaines, européennes et africaines, n'ont pas reçu la même indemnisation. On peut alors se demander comment le prix de ces vies humaines a été calculé et pourquoi ce prix varie d'un pays à l'autre. De tels cas, où l'on est amené à évaluer la valeur d'une vie humaine par rapport à d'autres ou par rapport à un effort consenti par une population, sont bien plus nombreux que ce que l'on pourrait penser. Ce que l'on nomme prix de la vie humaine correspond à ce que l'on appelle en économie valeur de la vie humaine statistique. Il s'agit de déterminer la valeur que la société accorde à la préservation d'une vie anonyme, appelée vie statistique, d'un risque de décès. Autrement dit, on se demande combien la société est prête à dépenser pour sauver une vie statistique. Répondre l'infini aurait tout de suite ses limites. La première raison est que nous n'avons pas de ressources illimitées. Ensuite, parce qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte, comme la liberté ou la production de biens et services. Au niveau individuel, nous faisons tous les jours des choix qui nous invitent à penser que la valeur implicite que nous accordons à notre vie est certainement finie. Avec la pandémie de Covid-19, nos sociétés se sont rendues compte qu'elles avaient le choix entre payer pour sauver des vies ou payer avec des vies la poursuite de leurs intérêts économiques, et donc implicitement, nos politiques publiques accordaient un prix à la vie humaine. Mais d'abord, qu'est-ce qui fait que les choses ont une valeur ? L'une des premières hypothèses postule que la valeur des choses aurait un fondement objectif indépendant des préférences des individus. Chez les économistes classiques, ce fondement était le coût de production, assimilé au coût de la quantité de travail incorporé dans une marchandise. Cette conception a été appelée valeur travail. Une autre hypothèse stipule que ce sont les individus eux-mêmes qui définissent subjectivement la valeur d'une chose, sans autre justification que leur désir personnel. Cette conception a été appelée valeur utilité et s'est progressivement imposée comme la conception dominante en sciences économiques. La question de la valeur sous-tend elle-même l'explication du prix, qui n'est que la valeur d'échange produite par les mécanismes du marché, et traduit en un montant de référence en général monétaire. En effet, le marché est le lieu de rencontre entre une offre et une demande, de biens ou services ayant une valeur marchande. Le prix d'équilibre est le prix atteint lorsque la quantité offerte est égale à la quantité demandée sur un marché. C'est le prix qui maximise les échanges entre les individus. Pour déterminer le juste prix d'une chose, il suffirait donc de connaître son prix d'équilibre sur le marché. Mais comment faire lorsqu'on cherche à déterminer le prix de quelque chose qui ne s'échange pas sur un marché, comme la qualité de l'air que nous respirons, notre liberté, et bien sûr une vie humaine. Pour déterminer ce prix, il existe principalement 3 groupes de méthodes. Le premier regroupe les approches par le capital humain. En se basant sur des prévisions de consommation ou de revenus futurs, ces approches cherchent à mesurer le prix d'une vie humaine par la perte de richesse économique liée au décès d'un individu. Le second groupe de méthodes est celui des préférences révélées. Elles reposent sur l'observation de la valeur que les individus sont amenés à révéler dans des choix effectués lors de transactions marchandes et auxquels sont associés un risque de décès. On observe par exemple le surplus de rémunération perçue pour effectuer un métier dangereux. Les méthodes de réparation appartiennent également à ce groupe. Elles se fondent sur l'observation des valeurs, des indemnisations retenues par des organismes publics ou privés comme des tribunaux ou des sociétés d'assurance. Enfin, on peut citer les méthodes d'évaluation contingente. Elles reposent sur les préférences individuelles déclarées par les individus d'un échantillon représentatif de la population. On s'appuie notamment sur des questionnaires dont le but est d'évaluer combien les individus seraient prêts à payer pour préserver une vie humaine d'un risque de décès. Ces méthodes ont un grand intérêt, mais posent toutes des problèmes méthodologiques qui font l'objet d'études afin de les améliorer. Malgré les réserves que peuvent susciter une telle démarche, on s'aperçoit que déterminer le prix d'une vie humaine peut s'avérer particulièrement utile pour nous aider à optimiser nos choix en matière d'allocation de fonds publics. On pourrait ajouter que ces outils ont au moins 2 grands mérites. Le premier est qu'ils respectent le principe d'équité. Les dépenses publiques sont attribuées de la même manière à tous les membres de la société selon le même critère, indistinctement des individus en eux-mêmes. Ensuite, ils sont explicites et parfaitement transparents. Chaque partie prenante sait exactement comment sont prises les décisions en matière de politique publique. Nous avons pu constater que les mesures de restriction prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, comme le confinement ou la fermeture des commerces, avaient pu occasionner de fortes tensions sociales. Réussir à déterminer le prix d'une vie humaine nous permettrait d'avoir un débat collectif apaisé sur ces questions et donnerait au gouvernement les outils nécessaires pour évaluer précisément les efforts que la population est prête à consentir pour préserver des vies humaines. Pour ceux qui sont intéressés et voudraient aller plus loin, nous avons mis un petit bonus en description de la vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura fourni de nouveaux outils pour appréhender les problématiques liées au Covid-19.